assureront ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonsoir très chers membres de la grande famille, bonsoir à tous. Voilà, donc nous commençons déjà notre conférence. Je commence par me présenter. Moi, c'est Francis Mungedi. Je suis étudiant dans la ville de Nimbo, précisément dans l'université Nimbo University. Je fais mes études en architecture. Je suis maintenant en deuxième année. Voilà, j'ai pris la modération ce soir vu qu'il y a eu un petit changement. Merci. Donc, je commence par introduire notre orateur qui répond au nom de l'ingénieur Cédric Kalenga. Il est étudiant à Wuhan Technology et il est étudiant de doctorat dans la ville de Wuhan, dans la faculté de génie civil, construction et gestion, dans le département de gestion de projets de génie civil. L'orateur est consultant en gestion de projets de construction et partenariats publics et privés. Donc, sans plus tarder, les sujets qui nous est lancé ce soir est comme suit: construction d'infrastructures publiques sous le modèle de partenariat public-privé, analyse du cas de la RD Congo. Très cher orateur, ingénieur Cédric, nous vous laissons ces quelques minutes pour que vous puissiez nous exposer. Merci et vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président, pour la parole. Bonsoir tout le monde, et c'est avec un grand plaisir que j'entame cette séance de présentation de la conférence d'aujourd'hui sous le titre Construction d'infrastructures publiques sous le modèle du partenariat public-privé, l'analyse du cas de la RDC. Avant d'entrer dans le sujet, je voudrais peut-être corriger quelque chose. Je suis étudiant à l'Université de technologie de Wuhan, au Wuhan University of Technology. Donc voilà, un peu une précision sur la présentation peut-être. Sinon, je ne vois pas ce que je peux ajouter sur la présentation, donc j'ai été bien introduit. Merci. Nous avons divisé notre sujet en 3 parties. La première partie, ça sera une brève introduction au partenariat public-privé parce que ces concepts ne sont pas très bien maîtrisés par tout le monde. La deuxième partie, nous allons parler du modèle du partenariat public-privé pour les infrastructures en République démocratique du Congo. Et le troisième point, la troisième partie, ça sera la conclusion, là où nous allons traiter quelques suggestions. Alors, nous allons directement passer à la première partie, qui est une brève introduction au partenariat public-privé. Alors, peut-être la définition du concept de partenariat public-privé. Le partenariat public-privé, qui est souvent symbolisé par 3P ou PPP, c'est souvent, nous aimons utiliser la prononciation anglaise, PPP. PPP est une forme de coopération contractuelle entre une autorité publique, ça veut dire l'État, ça peut être au niveau national ou au niveau local, et une entité privée. Et dans ce contrat, le partenaire privé intervient sous la responsabilité de financer. Je disais, dans ce contrat, le partenaire public prend la responsabilité de financer et de gérer les infrastructures publiques, et les contrats lui donnent une certaine période de gestion
jusqu'à ce qu'il fasse le retour sur le financement qu'il aura fait sur l'infrastructure. Alors, ainsi défini, nous pouvons peut-être aussi définir quelques caractéristiques de projets de partenariat public-privé. Alors, d'emblée, il faut savoir qu'il y a beaucoup de caractéristiques du partenariat public-privé, mais il y a 4 qui sont plus importantes, qu'on estime, que beaucoup de chercheurs estiment qui sont plus importantes. La première caractéristique, c'est la source de financement. Donc, je disais, la première caractéristique la plus importante, c'est la source de financement. Et la source de financement dans le mode de partenariat public-privé, elle est privée. Elle vient du secteur privé. Ça veut dire que le financement vient du secteur privé parce que les infrastructures publiques, telles que nous les connaissons, c'est l'État qui finance ça par le biais du budget ou carrément par l'emprunt à des banques ou dans les accords de partenariat avec d'autres pays, et ça, c'est toujours dans une forme de dette. Mais ici, avec le partenariat public-privé, la particularité, c'est que la source, le financement total, la totalité du financement vient du secteur privé, vient de, je peux dire, des privés, des hommes d'affaires, voilà, de gens qui œuvrent dans le secteur privé. Et la deuxième caractéristique la plus importante, c'est la durée de ce contrat. Souvent, lorsque l'État prend un contrat avec un privé pour la construction d'une infrastructure, le contrat ne va que de quelques mois jusqu'à peut-être à quelques années, 2 ans si c'est un projet très important. Donc, à la fin de la construction, le contrat finit. Mais dans le partenariat public-privé, le contrat continue même dans la période de l'opération, dans la période des opérations de l'infrastructure. Ainsi, la durée, souvent, elle est comprise entre 15 et 35 ans pour beaucoup de projets de partenariat public-privé dans plusieurs pays. L'exemple, c'est le port à eau profonde chez nous, le port de Banana. Donc, si vous suivez les informations, cette concession, c'est sur 35 ans. Donc, voilà un peu la durée. Alors, et la troisième caractéristique, c'est ce que, en anglais, on dit input and output. On peut dire le cycle d'un projet de partenariat public-privé. Le projet de partenariat public-privé a un cycle. Alors, je ne veux pas entrer dans le détail parce que c'est pour ne pas trop prendre du temps. Je vais aller à l'essentiel. Je crois que dans le question et aussi dans le développement, vous allez comprendre le cycle du partenariat public-privé, en quoi il consiste, ou quelles sont les phases de ce cycle-là. Il y a l'introduction, bien sûr, il y a les travaux préparatoires, il y a les contrats, il y a la construction et les designs, il y a aussi l'opération, les transferts, donc c'est beaucoup d'éléments. J'aimerais que vous retenez juste que le troisième caractéristique le plus important, c'est le cycle. Alors, la quatrième caractéristique, c'est les transferts de risques. C'est une particularité très importante pour le partenariat public-privé. Ça veut dire les risques, notamment les risques de construction et les risques, par exemple, de maintenance, qui reviennent souvent au secteur public ou à l'État. Dans le partenariat public-privé, ces risques sont transférés au privé, à l'opérateur qui prend la responsabilité de construire. Par exemple, s'il arrive qu'il dépasse, le budget de la construction est dépassé, ça ne sera pas l'État qui va payer ce dépassement, c'est les privés qui va payer ce dépassement. Donc, c'est une caractéristique très importante pour le partenariat public-privé. Alors, les quelques caractéristiques citées, peut-être que nous pouvons citer quelques types ou quelques modèles de partenariat public-privé. Il en existe beaucoup, il faut savoir déjà d'emblée qu'il y a beaucoup de types de partenariat public-privé et selon chaque pays a sa façon d'entreprendre le partenariat public-privé, sa façon de le nommer, sa façon de signer des contrats.
mais il y a quand même une base. Il y a quand même une base standard sur certains modèles. Alors, nous allons vous citer 4, parmi lesquels le premier modèle, c'est celui qu'on appelle en anglais Private Finance Initiative, qui est en français l'initiative de financement privé et symbolisée souvent par PFI, donc PFI. Souvent, on ne prononce pas le nom très long. Souvent, même en français ou en anglais, on utilise simplement la prononciation anglaise. On dit PFI. Donc, quand on parle du PFI, on parle de la Private Finance Initiative. Alors, ce modèle, sa particularité, c'est juste que l'infrastructure qui est construite par les privés, l'État va faire la location jusqu'à la fin de la durée du contrat. Le privé construit l'infrastructure et l'État loue l'infrastructure au privé. C'est-à-dire l'État doit donner ce qu'on appelle les loyers. Et c'est ça le terme qu'on utilise dans le monde de partenariat public-privé. Le loyer que l'État doit donner pour l'infrastructure que le privé a dû construire. Et le loyer est donné peut-être sous une période, annuellement ou après chaque période de 3 ans ou après 3 mois, ça dépend de la forme du contrat que vous aurez signé. Et le deuxième modèle, c'est celui qu'on appelle Build, Operate, Transfer. Et symbolisé par BOT. Ici, Build, Operate, Transfer, ce qui veut dire construire, utiliser, après transférer. Dans ce type de partenariat public-privé, souvent, c'est l'utilisateur qui paye. C'est l'utilisateur qui paye. Par exemple, lorsqu'on construit une chaussée ou une route sous le mode de partenariat public-privé, alors l'État ne paye pas l'argent au privé. Le privé met une station de péage et tout celui qui utilise la route, tout celui qui passe par la route, il paye la tarification du péage et c'est à partir de ça que le privé fait les retours sur investissement. Alors, il y a un autre modèle qu'on appelle Build, Own, Operate, symbolisé par BOO. Après, il y a un autre quatrième modèle qu'on appelle Build, Operate, Own, Transfer, symbolisé par BOOT. Donc, voilà un peu les quelques types de partenariats public-privé. Voilà, je voudrais me limiter par là sur la petite introduction, ainsi passer à ce qui est essentiel. Alors, le deuxième point, nous allons parler maintenant du modèle du partenariat public-privé pour les infrastructures publiques en République démocratique du Congo. Ici, le premier point que je vais traiter ici, c'est quelles sont les raisons qui ont poussé ou qui poussent les autorités à envisager le modèle de partenariat public-privé. Je crois que ceux-là qui suivent les informations, ceux-là qui sont connectés, nous avons tous suivi le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a parlé d'une volonté ou de l'intention de faire appel au secteur privé pour le financement des infrastructures. Et ça, c'est la raison la plus principale que nos autorités utilisent au pays pour justifier le besoin du partenariat public-privé. Donc, ça veut dire trouver les financements, trouver un modèle alternatif de financer la construction des infrastructures. Et pourquoi? Parce qu'on estime que le budget de l'État est limité, alors il faudra aller chercher chez les privés. Donc, c'est cette raison qui est beaucoup plus avancée par nos autorités pour justifier la nécessité du partenariat public-privé. Alors, c'est vrai, c'est une raison, c'est évident que notre pays est limité sur le budget, mais parce que si vous voyez même le budget des infrastructures, ça nage dans les 6%. Je ne sais pas si ils ont relevé, mais ça nage dans les 6%. Et c'est pas bon, il faut chercher de choses alternatives pour financer les infrastructures publiques. Mais dans les recherches que nous avons poussées, nous avons trouvé qu'il y a des raisons supplémentaires qu'il faudra ajouter. Et nous avons ajouté
trois raisons supplémentaires qui doivent être prises en compte lorsqu'on évoque le cas du partenariat public-privé. Parce qu'on ne peut pas simplement regarder l'aspect de trouver les financements, sinon vous allez voir les conséquences, peut-être dans l'explication, vous allez voir les conséquences de ne considérer que l'aspect financier. Donc il y a un autre aspect ou une autre raison très importante, c'est je disais une autre raison plus importante que nous avons ajoutée à ça, c'est la performance médiocre de la gestion de projets d'infrastructures publiques, des infrastructures publiques en République démocratique du Congo. Donc, vous verrez que le projet d'infrastructure, souvent chez nous, ça échoue pour la plupart des projets parce que la performance échoue. Quand on parle de la performance qui échoue, ce n'est pas simplement que le projet est arrivé à la fin, non. C'est que lorsqu'on fait un projet de construction, il y a trois éléments très importants. Il y a les temps, le coût et la qualité qu'on appelle le triangle de fer. Et c'est préestimé, on estime ça d'avance. Et si on arrive au dépassement, par exemple, du temps ou au dépassement dans le budget, on parle de l'échec de projet, de l'échec d'un objectif de projet. Et lorsque le projet, même si, et aussi lorsque le projet ne respecte pas les qualités requises, par exemple, je prends l'exemple pour ceux qui connaissent la ville de Lubumbashi, la chaussée Msiri, elle fit juste, je crois, un mois après la construction, il y avait déjà ce qu'on appelle, il y avait des fissures et des nids de poules. Un mois après, et l'exemple à Kinshasa aussi, il y a ces exemples-là, juste après quelques temps, c'est-à-dire la qualité n'est pas bonne. Et c'est ça qui détermine la mauvaise performance, la performance médiocre dans la gestion de projets d'infrastructure. Et ça, c'est une raison importante de constater que l'État ou le secteur public, lui seul, n'y arrive pas, alors il faudra chercher peut-être une autre solution. Alors, la deuxième raison que nous avons ajoutée, c'est la faible capacité d'innovation dans les schémas traditionnels. Souvent, vous remarquerez que chez nous, lorsque l'État construit des infrastructures publiques, ça ne répond pas, il n'y a pas d'innovation dans ça. Nous avons notre secteur public à une petite marge de manœuvre dans l'innovation. On est toujours dans les limites de l'habitude. On n'innove pas et le secteur privé a une très grande expérience dans l'innovation. Donc, je pense que c'est une raison supplémentaire qu'on pourrait peut-être ajouter. Une troisième raison que nous pouvons ajouter, c'est pour le cas de la République démocratique du Congo, c'est les ressources, notamment les ressources humaines, et aussi en termes de l'équipement du secteur public de notre pays, qui est très limité par rapport, par exemple, à l'augmentation de la population et à l'élargissement des villes et des cités, qui implique le développement des infrastructures routières, par exemple, et aussi même des infrastructures énergétiques et d'autres infrastructures de construction. Prenons l'exemple de la ville de Lubumbashi que je connais bien. Vous verrez que le quartier par exemple, Kilo Belobé, il n'y a pas d'électricité, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas de routes asphaltées. Ça veut dire que l'État, il n'y avait même pas de commissariat de police. Alors, cela veut dire que l'État n'a pas assez de ressources pour répondre efficacement à cet agrandissement de ville-là qui est rapide. Moi, je peux juste donner l'exemple de l'électricité. Prenons par exemple que l'énergie, on dit par exemple que la desserte en énergie électrique du quartier X, on donne cette responsabilité à un privé. Donc, je pense que le privé va chercher des ressources, il va chercher les équipes, il va chercher l'équipement pour se concentrer sur l'électrification de ce quartier. Et l'État ne fera que contrôler les résultats du travail du partenaire privé. Voilà un peu comment est-ce que cette raison de limitation des ressources, elle est très importante à prendre en considération.
Alors, nous allons parler peut-être le partenariat public-privé. On en parle maintenant, c'est devenu un peu à la mode chez nous. Mais a-t-il des avantages pour la République démocratique du Congo? Est-ce que ce modèle a des avantages? Essayons de voir d'abord les avantages que ce modèle offre à la République démocratique du Congo. Et ces avantages, il faut retenir, la plupart sont des avantages potentiels. Ce ne sont pas des avantages acquis directement parce que l'on adopte déjà le modèle, ces avantages existent, non. C'est-à-dire que ce sont des avantages potentiels sur lesquels il faudra travailler pour atteindre la bonne performance. Alors, pour les cas de la République démocratique du Congo, nous pouvons retenir ces avantages que le partenariat public-privé peut apporter. Premièrement, c'est trouver une alternative financière supplémentaire pour les infrastructures publiques en RDC. Vu les limites du budget, donc si il y a une autre alternative pour trouver des financements, c'est un avantage. Alors, un deuxième avantage, c'est bénéficier de l'expérience, de la rigueur et de la capacité d'innovation du secteur privé. Donc, le secteur privé est réputé être très rigoureux que l'État. Il est réputé avoir une certaine manœuvrabilité dans la recherche de l'innovation. Donc, cela serait un avantage potentiel pour les infrastructures publiques en RDC. Un troisième avantage, c'est les transferts des risques de construction et de maintenance au secteur privé. Ça veut dire que le risque de construction, l'exemple que je donnais, lorsqu'on construit, on peut constater que pour certains projets, pour notre pays par exemple, on remarque que les qualités ne sont pas bonnes. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ce sont des risques. Et ces risques-là, lorsque l'État transfère ces risques-là au privé, c'est-à-dire que lorsque le privé n'atteint pas la performance en termes de qualité, le privé va payer les coûts le coût selon le contrat. Donc, c'est un élément très important, c'est un avantage très important. Et un autre avantage, c'est combler les limites des capacités en ressources du secteur public. Notre pays, comme tous nous le savons, a des limites dans des capacités en termes de ressources. Donc, si les privés viennent lui donner un coup de main en termes d'équipement, en termes même de qualité des équipes, donc ça sera un avantage pour la République. Un cinquième avantage, c'est permettre les transferts de certaines ressources vers d'autres services du secteur public. Par exemple, dans la construction d'une infrastructure, si on fait appel à un opérateur privé, dès qu'il prend la responsabilité de financer cette infrastructure-là, l'argent peut-être qui était destiné à cette infrastructure-là peut être relocalisé dans un autre secteur. Non pas simplement l'argent, mais même par exemple si, comme nous voyons l'Office des routes faire la maintenance de la route nationale numéro 1. Supposons que la construction de la route nationale numéro 1 est confiée à une entreprise privée, à un groupe privé, ce qui dit que l'Office des routes va être relocalisé sur un autre chantier ou dans un autre. Et ça devient un avantage qui permettra à l'État d'avoir la possibilité de relocaliser les ressources. Un autre avantage qui est le sixième, c'est permettre à l'État de se concentrer uniquement sur la surveillance et sur la régulation du secteur du service rendu. Parce que tout simplement, l'État n'aura pas la responsabilité de la construction ni de la maintenance, mais l'État aura, parce que l'infrastructure de toutes les façons appartient toujours à l'État, l'État aura la responsabilité de contrôler et de réguler les services. Et ça veut dire qu'on allège la tâche de l'État. Et à ce moment-là, nous pensons que l'État peut avoir, en tout cas, les mains libres de mener des actions très efficaces de contrôle et de régulation du service.
Un autre avantage qui est le dernier que nous avons retenu, c'est la possibilité de développement du secteur privé local et des sous-traitances des entreprises locales. En tout cas, parce que le partenariat public-privé, notamment, c'est un secteur qui implique beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements. Par exemple, la construction, supposons la construction d'un chemin de fer entre Lubumbashi et Kinshasa ou d'une autoroute entre Lubumbashi et Kinshasa, ça impliquerait beaucoup d'argent, ça impliquerait beaucoup de travaux à faire. Et si l'État oblige, par exemple, pour la sous-traitance, l'utilisation de privés, cela pourrait profiter à des entreprises privées, à des entreprises qui font de la sous-traitance, à des entreprises privées plutôt du pays. Et cela serait un très bon avantage pour la République et pour... Voilà, nous avons donné un peu ces avantages-là, mais il n'y a pas que des avantages. Le partenariat public-privé ne vient pas qu'avec des avantages. Il y a aussi des risques à surveiller. Il y a beaucoup de risques à surveiller pour le projet d'infrastructure publique-privée sous le modèle de partenariat public-privé en République démocratique du Congo. Parmi ces risques pour notre pays, nous pouvons retenir que, premièrement, le coût des projets de PPP sont susceptibles d'être plus élevés que les procédures traditionnelles. Ça, c'est même, je peux dire, c'est même un acquis. Construire une chaussée ou un immeuble ou n'importe quel type d'infrastructure du service public privé sous le mode du PPP, cela revient plus cher que sous le mode traditionnel. Le deuxième risque, c'est d'abord, il faut savoir qu'en cas de l'échec d'un projet de partenariat public-privé, c'est que la responsabilité reviendrait à l'État. Donc, c'est que l'État doit être, ou le gouvernement plutôt, le gouvernement doit être plus prudent, plus responsable dans cet exercice-là, parce qu'il est toujours responsable. Le chèque du modèle, si le projet échoue, l'État est toujours responsable. C'est un risque très majeur. Il y a un autre risque, le troisième, c'est le développement potentiel de la corruption. Pourquoi ça devient un risque? Parce que, comme je viens de vous dire, le partenariat public-privé, c'est un modèle qui implique beaucoup de sommes d'argent. C'est des millions, peut-être des centaines de millions de dollars qui doivent être récupérés, par exemple, sous une période, je ne sais pas moi, de 25 ans. Quand quelqu'un investit, par exemple, 300 millions, et lorsqu'il va faire le retour de son argent, il y aura aussi des bénéfices. Du fait que c'est étalé sur une longue période, ce sont des bénéfices importants. Et de ce point de vue-là, ça ouvre la porte à des tentations à la corruption. Non pas simplement ça, mais aussi la structure elle-même, la construction de structures de partenariat public-privé, des structures de gestion. Elle est très complexe et ça laisse des portes à la corruption. Le quatrième risque, c'est qu'on se retrouve sous une situation où il n'y a pas une affluence de partenaires privés qui puissent répondre à l'offre, par exemple. Parce que, comme je vous ai dit, calculons juste là chez nous, si on veut, par exemple, pour un projet, on veut, par exemple, décaisser 100 millions pour la construction d'un projet, combien de privés sont capables d'apporter cette somme-là? Ils sont à compter du bout du doigt. Et ce qui dit qu'on risque d'avoir des cas où il n'y a pas assez de compétition, du fait que peut-être il n'y a que deux personnes ou un seul consortium qui soit capable d'apporter ce fonds-là, il n'y aura pas de compétition. Et quand il n'y a pas de compétition, il y a ce qu'on appelle le monopole. Et le monopole n'est pas bon pour des marchés publics parce que tout simplement, ça réduit l'efficacité de l'État. Ça donne du culot aux partenaires privés. Donc, c'est un risque majeur pour le cas de notre pays. Il y a encore des risques commerciaux. Ça veut dire des risques liés à l'utilisation
de l'infrastructure après. Parce que lorsque le privé va investir son argent, il faudra qu'il fasse le retour. Et si, par exemple, on construit une infrastructure telle que le stade, ça peut être n'importe quel type d'infrastructure, et que la commerciabilité de cette infrastructure n'est pas telle qu'est prévue, suite peut-être à des bouleversements économiques, suite peut-être à des crises, notamment notre pays, c'est un pays qui ne vit que suite à l'exploitation minière. Et si les cours, je disais, et si les cours de minerais chutaient subitement, on risque d'avoir un problème économique qui peut avoir de l'impact sur la commerciabilité d'une infrastructure. Et c'est un risque très majeur dans notre pays, vu l'état de la stabilité économique dans notre pays. Un autre risque, c'est la destruction du secteur privé local. Si on va dans cette optique-là de toujours penser que il n'y a que les étrangers qui peuvent bien faire le travail, alors le modèle partenariat public-privé va détruire le secteur privé local. Je peux peut-être donner une illustration sur ça. Lorsque on veut construire l'autoroute entre Lubumbashi et Kinshasa, si l'État débourse cet argent, c'est qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui peuvent bénéficier de ça. Mais prenons l'exemple de comment les Chinois font. Les Chinois viennent avec tout. Ils achètent et les ciments qui viennent de la Chine, les équipements de la Chine, tout qui vient de la Chine. Donc la République, l'économie du pays ne peut pas assez bénéficier de cet investissement-là ou de ces gigantesques chantiers-là. Donc, si on n'est pas prudent et qu'on laisse la porte trop ouverte à des étrangers sans leur contraindre à certaines tenues, on risque de détruire le secteur privé local. Le septième et dernier risque que je puis répertorier pour vous, c'est la perte des contrôles de certaines infrastructures. Lorsque le privé vient, il investit dans une infrastructure et qu'il ne fait pas le retour de l'investissement, ou l'État n'est pas capable de payer le loyer, ça veut dire tout simplement qu'on risque de perdre le contrôle de l'infrastructure. Ce qui s'est passé, le cas de Sri Lanka. Au Sri Lanka, le Chinois ont construit le port au Sri Lanka. Ils ont donné des crédits pour la construction du port, mais l'État n'a pas été capable de faire le retour de cet investissement-là. Et les Chinois ont pris aujourd'hui le contrôle de ce port-là pour une période de 90 ans d'après les informations que je lis sur Internet. 90 ans parce que tout simplement, ils n'ont pas été capables d'honorer le loyer. Donc, c'est un risque très majeur et très important. Donc, voilà. Comme il y a des risques, comme il y a des avantages, tous nous voulons maintenant que ce modèle puisse réussir. Nous avons vu des risques, nous avons vu des avantages. Maintenant, comment pouvons-nous, quels sont les éléments qui peuvent maintenant faire que ce modèle puisse réussir? Alors, nous allons premièrement parler des critères qu'un projet PPP doit réunir pour être considéré comme une réussite en République démocratique du Congo. OK. Alors, il faut savoir ici que les critères de succès de PPP pour le cas d'infrastructures publiques doivent être évalués pendant la phase de construction, d'opération et de transfert. Je vous ai parlé du cycle de vie. Au départ, lorsque j'ai introduit, je vous ai parlé du cycle de vie d'un projet de partenariat public-privé. La phase de construction, la phase d'opération et la phase de transfert, ce sont certaines phases qui sont répertoriées dans le cycle de vie d'un projet de partenariat public-privé. Ainsi, pour le cas de la RDC, voici un peu quelques facteurs clés qu'on peut retenir pendant la phase de construction. Le premier, c'est que le PPP doit résoudre le problème des limites budgétaires du gouvernement. Dans la phase de construction, si les partenaires publics-privés résout le problème des limites budgétaires du gouvernement, on est sur la bonne voie. Deuxièmement, il doit réduire le coût de construction
tout en maintenant la qualité de l'infrastructure. Je vous ai dit que le secteur privé est réputé être rigoureux. Donc, sa rigueur doit le pousser à limiter les coûts, que le coût ne soit pas exorbitant. Et si il arrive à faire ça, on est sur sur la bonne ligne. Le troisième élément le plus important, c'est finir les projets à temps ou avant l'échéance. Dès que ces trois critères sont réunis pendant la phase de construction, au moins la phase de construction aura réuni des critères pour que le projet réussisse. Maintenant, dans la phase d'opération, les critères à réunir sont, par exemple, 1. Atteindre le standard de qualité. Deuxièmement, optimiser les coûts liés au fonctionnement du service. Troisièmement, proposer un service de qualité. Et en dernier lieu, atteindre le bénéfice anticipé du partenaire privé. Et la dernière phase retenue ici, c'est la phase de transfert. Parce que le partenariat public-privé a une durée. Dès que l'on arrive à la fin du contrat, le privé doit maintenant transférer l'infrastructure à l'État. Et pendant cette phase, pour que le projet soit considéré réussi, il y a des éléments très importants. Par exemple, la satisfaction des actionnaires. Les actionnaires, ce sont ceux-là qui mettent leur argent dans le consortium privé. Ça veut dire que lorsqu'ils ont récupéré l'argent, ils sont satisfaits. Deuxièmement, gagner en expérience et accroître les chances de coopération future. Troisièmement, gagner les transferts technologiques, surtout pour notre pays. Si nous arrivons à gagner après la construction d'une infrastructure, après les transferts, nous arrivons à gagner les transferts de la technologie, nous aurons dit que ça aura réussi. Et quatrièmement, que la qualité de l'infrastructure après les transferts soit en bonne qualité. Donc, on ne peut pas recevoir, lorsque le privé avait le contrôle de l'infrastructure, la qualité était bonne, et au moment de transférer, la qualité est mauvaise. Là c'est un élément qui n'augure pas la réussite d'un projet. Voilà un peu les quelques critères que le projet doit réunir pour être considéré réussi. Le projet de PPP, pour être considéré réussi, doit réunir les critères que nous avons cités. Mais au-delà des critères que doit réunir le projet, il y a des facteurs maintenant qui doivent pousser à atteindre ces critères-là, à atteindre la réussite. Que dans le jargon, nous appelons ça le facteur critique ou le facteur clé des succès d'un projet de construction. Et pour le cas de la République démocratique du Congo, je disais, pour qu'un projet de partenariat public-privé réussisse, il y a besoin qu'un certain nombre de facteurs soient réunis. Alors, en termes de capacité pour le côté de l'État ou le compte de l'État, ce que nous devons trouver d'abord, c'est le support légal, le support politique et le support social qui soit favorable au partenariat public-privé. Si ces trois supports ne sont pas favorables, il y a problème. Il y a risque, il y a vraiment de problème. Deuxièmement, c'est la garantie et l'expérience du gouvernement. En tout cas, si les gouvernements, ou quand je parle du gouvernement, c'est l'équipe que le gouvernement va choisir pour gérer les partenariats publics-privés. S'il n'y a pas assez d'expérience, il y a problème. Un troisième élément du côté du gouvernement, c'est un partenariat bon et efficace. Alors, du côté du capacité du privé, qu'est-ce que nous recherchons pour atteindre le potentiel de succès? C'est d'abord que le partenaire soit capable d'acquérir de l'équipement de bonne qualité, mais aussi de l'équipe constituée de personnes de bonne qualité. Deuxièmement, la fiabilité du consortium privé. Donc, on ne peut pas aller prendre n'importe quel privé comme ce fut le cas, on va prendre n'importe quel Chinois ou justement quel Indien ou peut-être quel Américain du fait qu'il a une peau blanche, on le met, on dit que c'est un partenaire fiable. Non, il faudra vraiment que la fiabilité soit avérée dans ce type de partenariat.
Troisièmement, et le dernier point que je épinglé pour le secteur public, les secteurs privés plutôt, c'est la disponibilité du marché financier. Donc, le secteur privé doit être capable de disponibiliser de l'argent. C'est très important. Mais il y a d'autres capacités qui sont nécessaires, qui impliquent les cadres dans lesquels doit évoluer le contrat de partenariat public-privé pour le cas de la République démocratique du Congo. Par exemple, il faudra trouver la stabilité macroéconomique, la viabilité économique et les arrangements contractuels doivent être très fiables pour les cas de notre pays. J'insiste bien pour les cas de notre pays, il faudra que les arrangements contractuels soient très fiables. Alors, nous avons cité quand même beaucoup d'éléments et nous avons pris beaucoup de temps. Nous allons conclure par là. Les autres, peut-être que nous allons les expliquer avec des questions qui vont venir pour ne pas trop traîner, beaucoup trop prendre le temps. Nous allons essayer de conclure. Alors, avant de conclure, nous allons noter quelques points très importants pour le modèle de partenariat public-privé. Alors, je disais, la première note que nous pouvons retenir dans les conclusions, c'est que le modèle de partenariat public-privé n'est pas un moyen de lutter contre la corruption. Ça, c'est très important, il faudra retenir ça. Nous ne sommes pas en train de promouvoir ce modèle parce qu'il va lutter contre la corruption. Si on y arrive, tant mieux, mais en tout cas, beaucoup de gens sont en train de penser que ça sera un modèle de lutte contre la corruption. Ça peut lutter contre la corruption, c'est mal connaître les modèles. Deuxièmement, la deuxième note plutôt qu'on peut peut-être retenir, c'est l'instabilité politique, sécuritaire, économique et les troubles sociaux n'aideront pas le partenariat public, le modèle de partenariat public-privé en République démocratique du Congo. Donc, pour que ce modèle réussisse, il faudra aussi qu'on travaille sur ces éléments-là. Le troisième élément, la troisième note qui est aussi à retenir, je disais la troisième note, c'était les discontinuités institutionnelles pourraient gravement affecter la performance du modèle du partenariat public-privé en République démocratique du Congo. Nous le remarquons qu'il y a vraiment, dès que le ministre part, il part avec tout le monde et l'autre qui vient, c'est tous les cabinets qui va venir. On doit encore recommencer à zéro sur d'autres projets. On doit encore renégocier des projets et ça n'aidera pas le modèle de partenariat public-privé. Si on n'arrive pas à stabiliser les institutions de l'État, la continuité de l'État, en tout cas, on aura de problèmes sérieux pour ce modèle. La quatrième note, c'est que le PPP n'est pas un modèle adaptable pour tout type de projet d'infrastructure, non. Il y a des projets qui sont bons pour le modèle PPP. Il y a d'autres types d'infrastructures qui ne sont pas bons, les types d'infrastructures qui ne sont pas bons pour ce modèle-là. Donc, il faudra plutôt choisir des modèles qui sont adaptables à ces types. On ne peut pas tout prendre et mettre sur le modèle de partenariat public-privé. Et la cinquième note, qui est la dernière note, c'est il faut chaque fois avoir à l'esprit, dans ce modèle de partenariat public-privé, il faut chaque fois avoir à l'esprit l'idée que tous les comportements du privé ne tournent qu'autour d'un seul et même objectif, gagner plus d'argent possible. C'est très important qu'on ait ça à l'esprit lorsqu'on va gérer les PPP dans notre pays. Alors, nous allons finir par quelques recommandations. La première recommandation, c'est qu'il faut choisir plutôt des projets à fort potentiel commercial et économique. La deuxième recommandation que nous donnons pour notre pays, il faut conceptualiser un modèle basé sur le rapport qualité-coût. Ça, c'est très important. Pourquoi il faut conceptualiser ce modèle? Parce que le bénéfice du partenariat public-privé, ce n'est pas simplement en termes d'argent, non. Il y a ce qu'on appelle le gain d'efficience ou le gain efficient. Le gain d'efficience ou le gain d'efficience. Par exemple, l'innovation, je vous ai parlé de l'innovation. Lorsque le privé vient construire une infrastructure, il peut y mettre de l'innovation. Il peut peut-être apporter ce qu'on appelle une autre valeur ajoutée, pas simplement dans le cadre de l'argent. Donc, c'est très important.
Et troisième recommandation, il faut conceptualiser un modèle flexible et disponible à des changements potentiels. Parce que le partenariat public-privé, c'est un contrat qui peut aller, par exemple, sur 15 ans. Sur 15 ans, certaines personnes vont mourir, certaines personnes vont perdre leurs travaux, leur travail. Il y a, par exemple, les équipes qui vont changer, le gouvernement qui va changer, ça ne sera plus peut-être le même président, la régulation peut évoluer, je ne sais pas moi, la loi peut changer, la situation du pays peut changer. Alors, le modèle doit être, du fait que c'est un modèle qui va s'étendre sur une longue période de temps, il doit être conçu avec une certaine flexibilité afin que lorsque les changements seront nécessaires, que le modèle puisse amortir ces changements. Sinon, ça risque d'être des catastrophes et des procès qui viendront après. Quatrièmement, il faudra renforcer l'efficacité institutionnelle, même en cas de changement de certains managers. Donc, dès que les équipes changent, par exemple, le ministre part, il faudra qu'il y ait la continuité. Donc, on donne plutôt la force à, comment est-ce qu'on appelle ça, à la fonction publique. Il faut qu'on donne plutôt la force à la fonction publique et ainsi, ce n'est que dans ce cas-là que le partenariat public-privé peut avoir de bonnes chances. Cinquièmement, la RDC doit adapter certaines régulations, mais aussi certaines procédures administratives, les coûts de certaines procédures administratives, voulais-je dire, et ceux liés, par exemple, à la compensation en termes environnementaux. Parce que chez nous, le coût de compensation environnementaux sont très élevés et lorsque le partenaire privé vient et qu'il construit quelque chose, une infrastructure de l'État, prenons par exemple un barrage où on doit par exemple détruire une forêt et s'il doit compenser ça, cette compensation doit entrer dans le budget, dans son budget, et il va faire payer ça peut-être à l'utilisateur, par exemple, de l'infrastructure. Sixième recommandation, il faudra former des cadres et encourager la recherche dans le domaine de partenariat public-privé, mais aussi laisser les technocrates gérer les engagements des PPP. Pourquoi je donne cette recommandation? Parce que tout simplement, d'abord, je cherchais jusque-là, il n'y a, à moins que en tout cas sur Internet, aucun article, aucun travail sur le partenariat public-privé en République démocratique du Congo, aucun. Et ça pose un problème, c'est qu'il n'y a pas la disponibilité des bases de données. Alors, le chercheur doit beaucoup plus travailler dans ce secteur-là. C'est un secteur très intéressant qui peut peut-être apporter certaines réponses par rapport à notre pays. Et la septième recommandation, qui est la dernière, c'est que les PPP ne doivent pas être considérés comme un chemin prioritaire pour la construction ou la reconstruction ou même la modernisation d'infrastructures publiques. Donc, ça ne doit pas être considéré comme un chemin prioritaire. C'est un chemin supplémentaire. Voilà, monsieur le vice-président, je viens de vous voir. Vous me donnez 3 minutes. Je viens de finir par là, je me limite là-bas. Merci de votre patience et merci de votre attention pour l'écoute à cet exposé. Je suis disposé à écouter vos questions sur cet exposé. Merci beaucoup, ingénieur Cédric, pour votre exposé aussi enrichissant. Nous avons suivi tout ce que vous avez élaboré, les étapes que vous avez données. Donc, nous allons sans plus tarder passer à l'étape des questions. Donc, nous allons peut-être laisser quelques secondes, le temps que les gens finissent de prendre possession de l'exposé et que nous puissions ouvrir l'étape des questions. Merci. Alors, les questions vont se passer de la manière suivante. Nous allons passer à 3 étapes. Les 3 premières questions que nous allons recevoir, l'orateur va y répondre. Après, nous allons recevoir 3 ou 4 questions encore et c'est comme ça que nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons finir notre conférence. Alors, avant que vous puissiez prendre la parole pour les questions, ça serait mieux que vous puissiez nous demander la parole et pour que nous puissions vous l'accorder. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui sera déjà en train de poser
et ce serait mieux que vous puissiez nous demander. Comme ça, nous allons vous donner l'autorisation. Merci. Donc, nous ouvrons l'étape des questions. Donc, très chers membres, vous êtes libre de poser les questions à l'orateur. Il est disponible à vous répondre. En attendant que le membre puisse poser des questions, j'aimerais commencer par pour vous poser une question. Si vous pouvez nous expliquer, comme vous êtes du domaine, comment ça s'est fait que les pays qui sont riches économiquement, comme la Chine, les États-Unis, puissent encore avoir des dettes. Vous allez voir qu'on vous dit que les États-Unis ont des dettes de milliards de dollars envers la Chine, ou même, prenons seulement le cas de la RDC, il a des dettes. Comment ça s'est fait? C'est basé sur quoi? Qu'est-ce qui fait que ces pays qui sont plus riches, mais qui puissent encore avoir des dettes? Merci. Bon, en réalité, moi, je ne suis pas de ce domaine-là. Je pense que là, tu parles peut-être du domaine économique. Moi, je ne suis pas un économiste, malheureusement. Je suis ingénieur de génie civil. C'est vrai que je me suis intéressé beaucoup à la question de partenariat public-privé, de financement des infrastructures, pas parce que je suis économiste, non, parce que tout simplement aussi en génie civil, tellement il y a depuis un certain nombre d'années, les ingénieurs de génie civil sont maintenant intéressés au financement, à trouver des financements, surtout pour ceux qui s'intéressent sur les infrastructures publiques, la construction d'infrastructures publiques. On n'est pas toujours dans les techniques de construction, le modélisation, comme, voilà, comme par exemple, c'est que on nous a expliqué la fois passée par l'ingénieur David. Ça, c'est très bien, c'est ce que nous faisons principalement, mais en tout cas, il y a depuis un certain temps, pour ceux qui font des études. Donc, je ne sais pas répondre à cette question en tant que spécialiste du domaine, non. Mais peut-être en tant que, sur des informations que j'ai, c'est que euh, d'abord, l'État n'a pas vocation d'abord à faire des intérêts sur des services publics qu'il donne. Et l'État a ce qu'on appelle la fonction publique. La fonction publique, c'est une masse salariale. Le fonctionnement de tout ce genre-là demande de l'argent. Et il arrive par moment que cette masse salariale et toutes les dépenses de l'État soient au-delà des capacités de son budget. Et à ce moment-là, l'État prend des dettes. L'État prend des dettes peut-être pour renouveler des infrastructures, prend des dettes peut-être pour s'engager voilà, dans des guerres, dans beaucoup d'entreprises. Donc, voilà un peu ce que je peux donner. Sinon, je ne suis pas un économiste, je suis ingénieur de génie civil. De prime abord, je m'en vais d'abord féliciter l'équipe animatrice de ce soir pour la conduite sans reproche tenue, spécialement l'orateur principal avec l'exposé. Ainsi donc, en fait, ma préoccupation est la suivante. Sinon, j'ai quand même aussi des sous-préoccupations dans ça, puisque le seul, mais il a quand même 3 volets. Quoique je n'ai pas suivi toutes les notes voice, peut-être que vous en avez déjà parlé, mais en fait, ce sont des préoccupations qui me tenaient à cœur, d'autant plus que vous êtes ingénieur civil. Essentiellement, nous qui ne sommes pas du domaine, déjà nous voyons l'organisation des grands travaux essentiellement. Et vous travaillez spécialement sur les partenariats public-privé, PPP. Alors, voici donc cette préoccupation en 3 volets. Le premier volet, en fait, concerne les sources de financement, comme vous l'avez évoqué. Pensez-vous vraiment que la RDC aujourd'hui, pour son développement, devra plus se pencher dans la privatisation des structures ou travailler plus avec les capitaux privés dans les cadres surtout des génies civils ou bien communs, puisque déjà, il y a un exemple probant du port de Matadi ou des bananes qui est en construction.
Je n'en connais pas trop, mais il y a eu quand même beaucoup d'encre et des salives qui ont coulé sur cet investissement. Est-ce que la RDC vraiment a aujourd'hui plus besoin d'un financement privé, puisque la triste expérience que nous avons avec la privatisation de certaines structures, de certaines entreprises avec la nation que nous avions connue, quand les nationaux ont pris les entreprises, on sait ce qui est arrivé. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, les Congolais pourra être capable vraiment d'apporter sur le plan privé des solutions aux problèmes qui se posent? Ça, c'est un premier élément. Ou sinon, si ce sont des expatriés qui apportent l'investissement privé, est-ce que les Congos ne seront pas pris en otage? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième concerne les rôles que joue la Congolaise des travaux publics. Parce qu'il y a une structure, peut-être je ne sais pas bien appeler, cette structure qui s'occupe des travaux publics, mais on parle plutôt des Congolais, peut-être des grands travaux, quelque chose comme ça. Certainement, vous, étant ingénieur civil, vous êtes censé quand même connaître cette structure qui est en République démocratique du Congo. Est-ce que si elle est privatisée, pensez-vous que cette structure vraiment puisse donner les meilleurs de soi-même, puisque aujourd'hui on dit non, écoutez, avec les partenariats publics-privés, généralement, si c'est en faveur des multinationaux ou de l'investisseur ou de la personne qui apporte les capitales, on dit d'une surestimation du coût ou de la sous-estimation du coût quand c'est plutôt, le public qui veut par exemple vendre, donc et vice-versa. Qu'en est-il vraiment de cette situation-là aussi? C'est là, en fait, le deuxième volet de mon intervention. Et le dernier volet, je préfère balancer quelques écrits, quelques mots que vous allez lire, monsieur le modérateur. Voici ce qui a été mes préoccupations. Mais sinon, merci pour votre exposé une fois de plus. Merci beaucoup pour la question, cher Président Alain. Vous avez posé d'abord la première question en disant est-ce que la RDC a vraiment besoin de financement privé pour les infrastructures? Bon, pour répondre à cette question, d'abord, il faut savoir ce qui est d'abord vrai, c'est que la RDC a besoin des infrastructures. Maintenant, pour avoir ces infrastructures, il y a certaines choses qu'il faudra réunir, notamment le financement. Il est vrai qu'aujourd'hui, la RDC n'a pas assez de manœuvres budgétaires pour financer beaucoup de travaux d'infrastructures publiques et surtout que ces choses-là coûtent cher. Alors, ce qui dit que non pas simplement la RDC a besoin de financement privé, mais la RDC a besoin de financer le projet. Et je dis dans mon exposé que le partenariat public-privé ou l'intervention de privé dans le financement des infrastructures privées doit être considéré comme un schéma ou une alternative supplémentaire. Donc voilà, si on considère ça comme une alternative supplémentaire, peut-être qu'on peut comprendre l'utilité que ça peut apporter. Maintenant, le besoin, la RDC n'a pas simplement besoin du financement de privé. Il a besoin de la participation du privé. C'est très important parce que le privé ne participe pas dans l'infrastructure uniquement pour le financer. Il participe pour le financer, pour apporter de son expérience, pour apporter de beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça que l'on peut considérer l'apport du privé dans les infrastructures. Donc, moi, je crois que la RDC a vraiment besoin de partenaires privés pour les infrastructures. Mais cela doit être, comment on dit, doit être régulé. Il faut une régulation qui soit plus avantageuse à l'État. Donc, voilà. Peut-être que je peux maintenant relire la deuxième question.
Vous dites que si c'est les privés qui viennent, les privés ont toujours tendance à surévaluer les projets. Et si l'État veut vendre l'infrastructure au privé, il y a la situation inverse. Ça veut dire qu'on dévalue plutôt l'infrastructure. Voilà, je dis que le comportement du privé ne changera pas. Le comportement du privé, quand il vient pour s'engager dans un projet, c'est pour gagner de l'argent. Il vient là pour gagner plus d'argent. C'est la loi du pays, c'est le contrat que vous signez. Le privé n'oblige pas l'État à signer de contrats, à s'engager dans des projets d'infrastructure. Ce sont les conditions contractuelles qui définissent ce qui se passe. Au-delà de ça, je vous ai dit que le partenariat public-privé était un processus et ce processus-là avait des étapes ou de phases. Il y a une phase qu'on appelle la phase des études préparatoires. Lors cette phase-là, qui fait cette phase-là? Ce n'est pas le privé, c'est l'État. C'est l'État qui définit ce que peut coûter la construction d'une infrastructure X. Et lorsque l'État définit, c'est alors que l'État maintenant va chercher le moyen de construire. Si l'État trouve que l'État peut trouver le budget, il peut financer par son propre budget, d'accord, là, on va par la procédure traditionnelle. Mais si l'État ne trouve pas des budgets, alors il peut maintenant adopter les schémas, les schémas PPP. Mais lorsqu'il adopte les schémas PPP, ça veut dire qu'il a déjà fait les études préparatoires pour savoir le coût, les implications justement environnementales, ainsi de suite. C'est à partir de ces éléments-là qu'il va présenter, qu'il va faire l'appel d'offres, parce que même pour le partenariat public-privé, il y a l'appel d'offres, il y a la concurrence, on met le secteur privé en concurrence pour obtenir celui qui donne à l'État le meilleur offre possible, et c'est celui avec lequel on signe les contrats. Parce que je viens de dire, le meilleur offre possible n'est pas simplement évaluable en termes de coût. Il peut être évalué aussi peut-être en termes d'autres efficiences ou d'autres bénéfices qui sont peut-être plus importants que la valeur de l'argent. Deuxièmement, vous avez parlé d'une entreprise. L'entreprise dont vous avez parlé, ça s'appelle ACGT, l'Agence congolaise de grands travaux. Et c'est une agence de l'État, bien sûr, qui a travaillé surtout sur le contrat sino-congolais. Et les contrats sino-congolais, c'est vrai qu'il a beaucoup plus ressemblé à un partenariat public-privé, mais ce n'est pas un partenariat public-privé. C'est vrai que cette agence existe. Cette agence existe et vous avez dit, est-ce que le secteur privé congolais est-il capable? Oui, d'abord, nous sommes capables de faire certaines choses. On ne doit pas négliger la capacité, on ne doit pas toujours penser qu'il n'y a que des étrangers qui peuvent faire. Par exemple, nous avons des gens, entre guillemets, qui se disent qu'ils ont de l'argent. Nous avons des gens qui ont de l'argent. Je ne vais pas citer de nom ici pour ne pas faire la publicité, mais il y a certains politiciens que tous nous connaissons, on dit qu'ils ont de l'argent. Ils se sont de privé. Leur argent, là, ça n'appartient pas à l'État. C'est leur argent dans le compte privé. Et si, par exemple, ils pouvaient faire participer cet argent-là et gagner de bénéfices, donc ça peut... nous avons des gens qui peuvent faire ça. Mais maintenant, c'est les cadres. Le secteur privé doit être encadré. Ça, c'est le premier élément. Vous avez noté quelque chose qui est très important. Si le privé étranger vient et qu'il prend le monopole du marché, il risque de faire de tout et n'importe quoi. Peut-être, mais tout simplement, ça dépend c'est l'État qui définit les cadres. Les privés, qu'ils soient nationaux ou étrangers, c'est l'État qui définit les cadres dans lesquels le partenariat doit se faire. La justice est là, le parlementaire sont là pour faire de loi. La justice est là pour appliquer le droit, pour dire, justement, ce qu'on dit, dire le droit. Donc, et toute cette régulation-là, c'est ça qui va faire évoluer le partenariat public-privé. Le privé ne viendra pas s'imposer. Voilà, donc c'est la capacité de l'État. Voilà, il y a quelque part où lorsque je parlais de facteurs clés
de la réussite. Je parlais du côté de l'État, il y a certaines capacités que l'État doit notamment ressortir. Hein. Notamment, je parlais, par exemple, d'un support légal, d'un support politique et d'un support social. Je parlais de la garantie de l'expérience du gouvernement ou de l'expérience de l'équipe qui va gérer le partenariat public-privé ou le projet. Il y a aussi un partenariat bon et efficace. Ça, c'est de la responsabilité ou de l'efficacité de l'État. L'État doit être efficace dans ce domaine-là pour imposer au privé un rythme qui soit bénéfique au pays. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, ici, je ne veux pas, je peux peut-être là vous répondre en tant qu'ingénieur de génie civil. Pour votre troisième question, M. Alain, pour nous, lorsque nous voulons construire une infrastructure, toute construction a 3 phases, excepté, donc, dès qu'on est dès qu'on prend la construction vraiment, on a 3 phases. Il y a la première phase qui est la phase de la fondation. Hein? Bon, avant les travaux il y a d'abord les travaux préliminaires. Excepté ces travaux-là, on a la première phase qu'on appelle la phase de fondation, la deuxième phase, la phase d'élévation, après la phase de finition. C'est presque la même pour la route. La route, il y a la fondation, il y a la couche intermédiaire, il y a la couche de roulement, 3 couches. Et toutes ces couches ont leur importance. Il y a de données techniques bien définies, il y a des données techniques bien définies, il y a de normes bien définies, par exemple, pour une chaussée, lorsque nous devons faire la fondation, qu'est-ce que nous devons faire? Comment est-ce que nous devons compacter? Quel sera le volume ou l'épaisseur de, par exemple, la couche intermédiaire? Quel sera le volume? Si vous regardez ici en Chine, par exemple, ils font, après la fondation, ils mettent la couche intermédiaire, ils mettent un béton armé qui a un certain volume. Ils ne les mettent pas en désordre, ils ne les mettent pas pour le plaisir de les mettre. Ça a une fonction, vous voyez. Mais quand on met ça, ça a un coût. Vous comprenez? Alors, lorsque vous compactez mal, lorsque vous ne voulez pas trop dépenser beaucoup d'argent, vous allez mal compacter le terrain. Donc, vous n'allez pas faire peut-être le compactage requis pour la couche de fondation. Vous n'allez peut-être pas utiliser les matériaux de bonne qualité, ou peut-être l'enrobé, ou peut-être, je sais pas quoi, le mélange ne sera pas pour peut-être le béton, le mélange de béton ne sera pas de bonne qualité, peut-être vous mettez un peu, pas beaucoup trop de ciment, et tout ça, ça entre dans la qualité de la structure. Donc, voilà, les ingénieurs, moi je crois que chez nous, en République démocratique du Congo, les ingénieurs ont juste une petite responsabilité sur la qualité, parce que la qualité, en réalité, vient plutôt de ceux qui donnent l'argent. Les ingénieurs ne produisent que le résultat de ce qu'ils peuvent faire par rapport aux moyens qu'on leur donne. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème d'ingénieur pour ce qui se passe chez nous, c'est plutôt un problème financier. Voilà, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a des contrats qui se signent avant la construction d'une route ou bien avant la construction d'un pont. On signe les contrats et les contrats, on définit les critères de performance ou les critères de qualité. On dit que dès que vous n'atteignez pas cette qualité, il y a des pénalités. Et pourquoi est-ce qu'on ne punit pas? C'est comme ça, parce que vous, là, lorsque je suis un ingénieur électricien et que je dois faire une installation électrique dans votre maison, dès que je fais une installation électrique et que vous êtes au premier à l'image, la maison prend feu, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez me faire payer, n'est-ce pas? C'est comme ça même pour la route. Mais pourquoi on ne fait pas payer ceux qui construisent mal? Donc, c'est que ce n'est pas la responsabilité de ceux qui construisent. Donc, ceux qui construisent ne peuvent que donner les résultats de ce qu'ils ont. On dit... même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce que vous elle ne peut pas donner au-delà de ce qu'elle a. Donc, voilà. Et en passant, moi, je voudrais peut-être vous encourager, vous, peut-être qui serez responsable demain, à croire aux ingénieurs congolais. Ils sont capables de faire le bon travail.
Parce que faire une route ou une chaussée, ce n'est pas de la magie. C'est une question de connaissances techniques. C'est une question des équipements qu'on a. Et après, de matériaux qu'on a. Après, on fait la route, c'est tout dès on réunit tout ça. Maintenant, tout ça, on le réunit comment? Dès que j'ai la connaissance, je n'ai pas l'équipement nécessaire, je n'ai pas le financement nécessaire. Comment voulez-vous que je reproduise une route de bonne qualité? Nous avons de bons ingénieurs, il faut juste le voir. Ça, c'est le premier problème, le premier aspect de ma réponse. Le deuxième aspect de ma réponse, c'est que, regarde, par exemple, dans la ville de Lubumbashi, nous n'avons pas une faculté de génie civil. C'est vrai que nous avons une faculté de construction, mais nous n'avons pas une faculté de génie civil, par exemple, qui produit de personnes qui peuvent construire la route. Je dis, nous n'avons pas une faculté de personnes qui peuvent construire la chaussée. Nous n'avons pas une faculté de génie civil qui puisse produire des ingénieurs en pont. À Kinshasa, nous avons la faculté de génie civil qui est limitée à certains départements. Il y a d'autres départements qui manquent. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'effort qui doit être aussi fait dans la formation de cadres. Nous parlons juste de deux grandes villes, mais allez maintenant à Mbujimai, allez, je ne sais pas moi, à Kamina, allez par exemple à Goma, il n'y a pas ces facultés-là. Et pourtant, nous avons besoin de gens qui vont faire, qui doivent construire des routes, qui doivent construire des ponts, qui doivent construire des immeubles. Vous voyez? Donc, il y a un besoin tel que l'État doit prendre ses responsabilités de former des cadres sur toute l'étendue de la République. Donc, voilà un peu comment je peux vous répondre. Donc, ce n'est pas beaucoup trop de la responsabilité des ingénieurs. Merci beaucoup. Je pense que j'ai répondu à la question, aux trois questions du compatriote Alain. Et je vais répondre maintenant à cette série de questions de notre compatriote Julio. Franchement, grand merci. Je suis vraiment flatté, surtout parce que quand vous avez chuté, vers la fin, là, vous avez évoqué deux substances, deux orientations que j'ai retenues. En fait, si je peux les récapituler, il s'agit d'abord, vous dites, s'il s'agissait de la responsabilité des ingénieurs civils, ils seraient justement interpellés par la justice parce qu'ils signent des contrats selon la qualité du travail qui doit être présenté. Ça, c'est le premier élément. Merci pour ta question. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on construit une chaussée, c'est comme un pont, c'est comme quand on construit une structure. C'est toute la construction à ce qu'on appelle la capacité portante. Au-delà de cette capacité-là, il y aura des ruptures ou bien il y aura une déformation. Hein, je crois que si vous avez suivi l'exposé de l'ingénieur David, il avait dit qu'une structure, lorsqu'elle est soumise à une force extérieure qui va au-delà de ce qu'elle peut supporter, il y a des formations pour, par exemple, l'acier. Et pour le béton, il risque d'y avoir une rupture. C'est de la... Deuxième élément, vous dites aussi que nous avons peut-être, la main experte n'est pas suffisante chez nous, d'autant plus que les maisons de formation ne sont pas complètes. Là, je suis vraiment en train de voir l'université. Et nous, déjà, nous sommes en formation, comme vous l'avez d'ailleurs souligné, demain, ce sont les responsables élites de demain, les Congolais qui sont en formation ici en Chine, justement, demain seront des responsables. Ce sont là, en fait, les questions qui touchent directement à notre développement. Nous avons un pays qu'on appelle un sous-continent, alors qui doit être construit, puisqu'il n'a jamais été construit, si vous voulez. Sinon, il a été construit, mais à quel pourcentage? Donc là, vraiment, ce sont les questions pertinentes auxquelles les réponses doivent venir de cette génération qui est en train de monter, qui est en train d'être formée sous d'autres cieux et au regard de ce qu'ils vivent ailleurs. En tout cas, merci. C'est la même chose pour la chaussée. La chaussée, lorsqu'on la construit, lorsqu'on compacte la route, lorsqu'on pose la fondation d'une route, lorsqu'on pose la couche intermédiaire, lorsqu'on pose la couche de roulement, lorsqu'on fait le mélange de l'enrobé et lorsqu'on choisit les
les grandeurs même des granulats ou des graviers, ce qu'on appelle des graviers. Tout ça, ça a un sens. On ne le choisit pas en désordre. Ça a des propriétés. Et ces propriétés-là ont leur fonction dans la résistance d'une structure ou d'une infrastructure. Donc, les nids de poules que vous voyez, c'est dû soit à la mauvaise qualité de la route. Beaucoup, monsieur l'orateur, pour également la signification, sinon l'importance de vos réactions. Donc voilà, en fait. Mais ici, je ne vais pas totalement blanchir l'ingénieur civil que vous êtes ou sinon l'ingénieur civil d'une manière globale parce que moi, je suis en fait agronome, ingénieur agronome. La qualité des productions agricoles. Si on me dit, écoutez, présentez-nous la qualité des produits agricoles, une qualité qui est médiocre, peut-être qui va faire peut-être mal aux gens, qui ne présente pas une sécurité alimentaire. Moi, je préférerais en tout cas m'abstenir. Pourquoi est-ce que présenter un ouvrage qui est vraiment éphémère, qui va peut-être aussi faire une très mauvaise lecture? Parce que aussi, la bâtisse que vous avez conduite constitue aussi d'une manière ou d'une autre une enseigne pour vous, une publicité pour vous. Mais pourquoi est-ce qu'acceptez-vous des faux marchés? Voilà, là, vous Je disais, soit, premièrement, à la mauvaise qualité de la route, ça veut dire que la route n'a pas été bien construite. Deux, soit la route a été construite telle qu'on a demandé qu'on la construise. Mais tout simplement, c'est les surcharges. Peut-être que la route, d'après les données techniques de la route ne peut pas supporter, par exemple, un engin qui transporte 30 tonnes. Et dès qu'un engin qui transporte 30 tonnes passe sur cette route-là, ça pose des dégâts. Ça veut dire que la structure est au bout de la rupture. On fatigue la structure parce que tout simplement, on lui donne la charge qu'elle ne peut pas supporter. Donc voilà, pour la canalisation. La canalisation, lorsqu'on construit une chaussée, c'est très important de prévoir la canalisation. Et vous verrez, la route, on ne la construit pas en désordre. La route, lorsqu'on la construit, il y a ce qu'on appelle, il y a l'angle, c'est comme une courbe. La route a toujours une forme de courbe. C'est pour permettre à ce que l'eau puisse couler, l'eau de la pluie puisse couler, puisse aller vers le bord de la route. Et au bord de la route, on prévoit la canalisation. Pourquoi? Parce que l'eau, vous savez, l'eau détruit, le plus grand ennemi d'une chaussée, c'est l'eau. Et lorsqu'il n'y a pas une canalisation, l'eau peut détruire la route. Lorsque l'eau stagne, l'eau va détruire la route. Lorsque l'eau n'est pas canalisée, l'eau peut détruire la route. Donc, je pense que nos autorités, d'abord, prenons la ville de Lubumbashi, que je connais très bien. Vous verrez que quand il y a de fortes pluies, au niveau de tunnels, il y a l'inondation, l'eau sort. C'est-à-dire que les canalisations ne sont pas en bon état, premièrement. D'abord, les canalisations ne sont pas suffisantes pour la ville de Lubumbashi. Deuxièmement, celles qu'on a sont en mauvais état. C'est-à-dire que c'est bouché parce que les gens jettent il y a de papier, des sachets plutôt, de morceaux de fer. Tout ça entre, dès que ça constitue une masse, ça bouche et que ça ne passe pas. L'eau ne passe pas. Et lorsque l'eau ne passe pas, l'eau reste sur la chaussée. Et quand l'eau reste sur la chaussée, voilà, vous savez que l'eau a la propriété de détruire beaucoup de matériaux. Donc voilà un peu ce que je peux dire. C'est, en tout cas, pour espérer avoir de bonnes routes, il faut respecter premièrement les normes. Il faut respecter les normes de construction. Deuxièmement, il faudra respecter aussi l'utilisation de la route, la gestion de la route. C'est très important. Parce qu'on parle simplement de la route, il y a aussi le pont. Parce que tout simplement, une infrastructure publique, la période la plus importante d'une infrastructure, c'est pendant l'utilisation. Parce que c'est pour ça qu'on construit l'infrastructure. Et souvent chez nous, dès qu'on construit, on finit, on croise les bras. Non. Moi, je prends l'expérience de la Chine. Le schéma des constructions, tous les documents des constructions doivent être conservés pour que lorsque la route sera pendant la période d'exploitation, en cas de maintenance, on se réfère à ce qui a été fait.
Et la maintenance, c'est ça qui fait que la route reste en bon état. Donc, je ne peux pas beaucoup commenter sur la maintenance parce que vous savez ce qui se passe chez nous avec la maintenance. Donc, voilà, cher ami, cher frère et compatriote Gilio, je crois, si tu vois quelqu'un qui jette un sachet dans des canalisations, il faut juste lui dire les conséquences que ça aura. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est très important. Après, les canalisations, je pense que pour la ville de Lubumbashi, il faudra qu'on retravaille encore, qu'on refinance les travaux de canalisation. Donc je pense que c'est très important. Troisièmement, il faudra aussi que l'on finance le projet. Parce que quand vous voulez que je vous construise une case, vous voulez que je vous construise, vous me donnez l'argent de construire une case, mais vous me demandez de vous construire, je ne sais pas moi, un immeuble. Comment est-ce possible? Moi, je veux vous construire une case. C'est ça la réalité. Donc, c'est très important que l'on sache que le financement est très important pour les travaux de génie civil. D'ailleurs, pour nous, les ingénieurs, on dit même que quand il n'y a pas l'argent, on ne parle pas projet. Vous pouvez beau travailler, quand il n'y a pas l'argent, ça sert à quoi? Et l'argent doit être proportionnel au travail que vous voulez que je fasse pour vous. Donc voilà un peu ma réponse. Je ne sais pas si je satisfais à votre série de questions. Ok, je vois, cher président, la question que vous venez de soulever. Non, mais on ne peut pas comparer les deux choses parce que vous parlez de la qualité. En tout cas, d'abord, les constructions de génie civil, ça implique d'abord beaucoup d'argent. Et ce ne sont pas les ingénieurs qui décident sur l'argent, non. Les ingénieurs travaillent notamment pour des ingénieurs, dans la plupart des cas, les entreprises ne les appartiennent pas et sont travailleurs dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Il n'est même pas au contact du propriétaire de l'infrastructure. Lui, on lui donne juste le travail à faire dans son entreprise et il produit les résultats dont son entreprise a besoin. Point barre. Donc, on ne peut pas à ce stade aller blâmer l'ingénieur qui produit les résultats que le propriétaire de son entreprise ou le chef de son entreprise ou le chef de son service lui demande. Donc ça, c'est le premier élément. Et voilà, le deuxième élément, c'est celui que j'ai évoqué premièrement. Les ingénieurs ne sont pas, bien qu'aujourd'hui, nous sommes maintenant en train de faire des études sur le financement, nous ne sommes pas au contact de l'argent. Nous ne savons pas combien d'argent vont sortir. Nous ne faisons qu'argumenter dès que nous avons le design de l'architecte. Par exemple, pour une structure, nous avons le design de l'architecte. Après, on étudie Voilà ce que je disais, c'est que on ne peut pas blâmer l'ingénieur. Je vous donne juste un exemple. Lorsqu'on construit une structure, ou on construit une petite maison là avec des briques, les ciments. Le ciment, le ciment sur lequel on pose des briques, voilà, des ciments de joint là. Souvent, pour prendre vulgairement comme on l'utilise chez nous, on prend 3 brouettes, un sac de ciment, n'est-ce pas? Mais il y a de ces personnes-là qui n'ont pas le moyen et qui disent, bon, je ne sais pas, n'ont pas le moyen, on ne veut pas dépenser beaucoup trop d'argent et vous disent, non, chez moi, c'est 4 brouettes, un sac de ciment, ou bien 5 brouettes, un sac de ciment. Que voulez-vous que je fasse? Tu as décidé toi-même, je te fais ce que tu as demandé. Et c'est vrai que peut-être on peut donner les conseils, on peut dire à quelqu'un les conséquences, par exemple, des mauvais mélanges. Mais pour ce qui est du cas des infrastructures de l'État, je pense que l'État a des responsables à tous les niveaux, des experts à tous les niveaux, qui connaissent, qui peuvent savoir que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Et lorsque l'ingénieur produit les travaux, la moindre des choses, si ce n'est pas ce que vous lui avez demandé, et que ce que vous lui avez demandé est plus que ce qu'il produit, et que le moyen que vous lui avez donné est équivalent à la qualité que vous avez demandé, vous les portez devant les cours des tribunaux. C'est comme ça que ça se passe dans notre monde. Même ici en Chine, vous voyez, ici en Chine, il y a beaucoup d'entreprises de génie civil qui sont en procès. Parce que même si vous construisez très bien,
Vous mélangez bien, vous mélangez, et que dès qu'il y a par exemple éboulement, pas éboulement, comment est-ce qu'on dit? Il y a la structure s'écrase ou la structure tombe lorsqu'il y a par exemple un petit tremblement de terre. Lorsqu'il y a un petit tremblement de terre, on va évaluer la construction, on va évaluer les propriétés de la structure. Est-ce que la construction a pu respecter un certain nombre de normes, d'abord de construction, des normes, d'abord de normes aussi en termes de l'environnement, parce que, par exemple, de la même façon, on ne construit pas de la même façon dans tout le coin. Il y a des coins, par exemple, la terre à Lubumbashi. À Lubumbashi, nous sommes dans un terrain argileux, et l'argile a une propriété, par exemple, de gonflement lorsqu'il y a la pluie. Lorsqu'il y a la pluie et que l'argile absorbe l'eau, l'argile gonfle. C'est ça le problème. C'est pourquoi vous voyez que les routes se détruisent rapidement à Lubumbashi. Parce que l'argile gonfle pendant qu'il y a la pluie. Et dès que l'argile se débarrasse de son eau, elle perd son gonflement. Et lorsque vous voulez construire une chaussée, une route sur cette terre-là, il y a des procédures techniques, il y a des méthodes spécifiques. Comment poser la fondation? Quel type de fondation pour des terrains argilés? Également pour des terrains sablonnés. On ne construit pas en désordre. Mais quand tout simplement on construit parce qu'on veut voir une chaussée, voilà, on a ces résultats-là. Donc, moi, je pense que c'est vrai. On peut blâmer les ingénieurs. Mais à ce niveau dans notre pays, au vu de, je ne sais pas si je peux appeler ça les responsabilités ou... voilà, c'est ça le terme. Au vu des responsabilités, je pense que ne blâmons pas d'abord les ingénieurs. Qu'on nettoie d'abord ailleurs, après on verra maintenant, on pourra maintenant juger les ingénieurs si vraiment ils ne sont pas capables de le faire. Merci beaucoup, ingénieur. J'ai suivi tout ce que vous venez de dire concernant les routes et tout. Bon, c'est vrai, on ne peut pas blâmer les ingénieurs, on ne peut pas blâmer ceux qui construisent et tout. Maintenant, je voudrais savoir, par exemple, comme vous avez donné le cas de Lubumbashi, nous savons que la majorité de routes, ce sont les Chinois qui construisent. Et des fois, ils travaillent avec leur, ils ont leur main-d'œuvre, des fois avec des Congolais, des fois c'est avec des Chinois. Mais qu'est-ce qui fait que il y a une très très grande différence avec les routes qui construisent ici et les routes qui construisent au pays? Chez nous, là-bas, ça fait même pas une année, tout est abîmé. C'est dû à quoi? À la qualité, disons, du travail, la mauvaise foi, disons, la volonté ou l'argent qui manque. Parce que ce sont les mêmes matériels qu'ils utilisent ici et au pays. Comme aussi, nous savons qu'il n'y a pas beaucoup d'universités, mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette grande différence? Essayez un peu de nous expliquer, surtout concernant les routes. D'abord, moi, je suis pour... en tout cas, moi, je regrette l'idée qu'on utilise des ingénieurs chinois pour construire nos routes. C'est une mauvaise idée. Pourquoi? Tout simplement parce que la question que vous avez posée, moi, j'avais posé ça à mon professeur de point chaussée. Moi, je lui avais dit, je vais poser la question, mais ici, je vois que vos ingénieurs vous construisent de routes en bonne qualité, de ponts en bonne qualité, mais ce qu'ils font chez nous, c'est lamentable. Et le professeur m'avait répondu que, en tout cas, ici en Chine, nous avons un système... Tous les bons ingénieurs chinois restent en Chine. On ne peut pas prendre un bon ingénieur chinois, on l'amène à l'étranger. Pourquoi? Parce que nous, chez nous, nous avons plus besoin des ingénieurs, de bons ingénieurs que chez vous, parce que la Chine est l'un des pays qui a beaucoup de chantiers de génie civil. Premier élément. Donc, les ingénieurs chinois qui vont là chez nous, peu sont qualifiés. Ça, c'est un. De deux, quand tu constates ici, les gens qui construisent les routes ici en Chine, même le pont, les gens qui posent ça, sors dehors, tu vas voir. Va regarder sur le chantier. Tu verras, ce sont des gens qui viennent de villages. Ce ne sont pas des gens, ce sont des gens qu'on a juste formés, ce ne sont pas des ingénieurs. Les ingénieurs sont plutôt dans la conception et aussi dans l'orientation. Ça, c'est le premier élément. Alors, construire une route. Pourquoi les Chinois construisent des routes de mauvaise qualité là chez nous? Ah ben, c'est toujours ça revient à la même chose que ce que j'ai dit. C'est tout simplement de notre propre irresponsabilité.
Parce que tout simplement, lorsqu'on veut qu'on nous construise une route, on pose d'abord le base, on étudie la route qu'on veut. Ce que l'on veut, c'est quoi? On définit ce que l'on veut. Alors, l'ingénieur vous dit ce que vous voulez. L'ingénieur vient vous dire ce que vous voulez, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Sur le plan technique. Sur le plan technique, par exemple, si vous voulez construire une route telle, il faut tel équipement, on va faire telle technique, on va utiliser tel procédé, on va utiliser tel matériau. D'accord, d'accord. Et l'économiste, je ne sais pas l'économiste, il vient, il calcule tout ça. Ça lui donne combien d'argent? Et il dit au propriétaire qui est l'État que l'État, nous avons besoin, pour que cette route soit en bonne qualité, nous avons besoin, pour que tu aies la route que tu veux ou l'infrastructure que tu veux, il y a besoin d'autant d'argent. Et moi, ingénieur, qu'est-ce que j'ai besoin? Je n'ai pas besoin de voir l'argent. J'ai besoin de voir l'équipement que je veux. J'ai besoin de voir le matériau que je veux. La qualité des matériaux que je veux. Si vous me donnez la qualité des matériaux que je veux et l'équipement que je veux, je fais le travail, à condition aussi qu'on me paie mon salaire. Et je fais mon travail comme... Donc, voilà un peu ce que je peux répondre à cette question. Et en réalité, la plupart des Chinois qui travaillent là chez nous, ils sont moins qualifiés même que les ingénieurs, les quelques ingénieurs que nous avons là chez nous. Donc, c'est ça. C'est regrettable que nous, chez nous, nous avons la conception de penser que les Chinois vont nous faire de bonnes routes que les Congolais. Et donc là, je crois que la conséquence est la même, que ce soit Safricas, que ce soit le Chinois, que ce soit Forest, que ce soit OVD, tous apparemment, ils font presque la même qualité des routes. Presque. C'est vrai à des différences près. Parce que certains ont des équipements peut-être plus perfectionnés que les autres, mais en réalité, les routes à Lubumbashi, la plupart des routes sont de mauvaise qualité, peu importe qui les a construites. Donc, là, on pose peut-être la question ailleurs, pas chez les constructeurs, on pose la question ailleurs. Et aussi, il y a un élément que je peux peut-être souligner ici, c'est l'importance technologique. C'est très important dans la construction d'infrastructures, que ce soit même des structures. Les logiciels qu'on utilise chez nous, les logiciels qu'on utilise ici, c'est très différent. Ici, c'est vrai que c'est encore un peu plus perfectionné que là chez nous. Mais les logiciels, surtout, on les utilise pas sur terrain, on les utilise surtout dans le bureau de conception. Hein, donc, dès que les histoires sont bien conçues sur terrain, on a besoin que de l'équipement et de la qualité de matériaux. Mais sur ce point-là, je peux dire que les Chinois, ils sont un peu plus avancés en termes de technologie, en termes de logiciels qu'ils utilisent, par exemple, des logiciels de conception. Ils sont un peu plus avancés aussi dans la recherche que nous. Ça, c'est évident. Merci beaucoup, l'ingénieur Cédric Kalenga, pour cette exposé si intéressante. Nous avons reçu beaucoup de nouvelles connaissances concernant l'infrastructure, l'ingénierie civile, le projet public et privé. Ça a été pour nous un plaisir. Donc, nous commençons déjà à chuter. Donc, nous entamons vers la fin de notre conférence. Nous allons demander aux membres de ces groupes de pouvoir s'acquérir de toutes ces réponses, ces questions. Comme ça, nous allons ouvrir un espace aux questions pour ceux qui viendront nous suivre en retard. Merci. Très chers membres de la CCFC, nous voici vers la fin de notre conférence. Donc, nous allons donner quelques mots de la fin à notre orateur s'il a quelque chose à ajouter pour enfin conclure. Sûrement qu'il a beaucoup de choses à dire et qu'il n'a pas pu tout finir ici. Il sera disponible pour nous répondre. Donc, comme la conférence ne sera pas qu'animée dans notre groupe, nous allons la partager dans d'autres groupes aussi. Et au cas où nous avons des questions, nous reviendrons vers vous pour plus d'explications. Donc, vous avez votre dernier mot. Merci.
Merci beaucoup. Pour peut-être conclure, vous savez, le partenariat public-privé, parce que bon, beaucoup de questions ont été beaucoup plus posées sur les infrastructures que sur le partenariat public-privé. Je voudrais peut-être revenir sur le partenariat public-privé. C'est un modèle qui, d'abord, l'explication que je donnais, j'ai pris quand même, en tout cas, beaucoup d'éléments de l'article que j'écris. Mais tout simplement, c'est un très grand système, c'est trop grand que ce que je puis expliquer. Ce que j'ai expliqué, c'est juste des éléments un peu importants. C'est très grand que ça. Et pour tous ceux qui sont intéressés à, à connaître ces systèmes, moi, je les encourage à surfer sur Internet et à lire quelques documents sur le partenariat public-privé. Ils seront beaucoup plus informés. Sinon, pour les infrastructures en République démocratique du Congo, tous nous espérons que ça puisse, que les pratiques puissent changer. Hein. Que lorsqu'on construit une route, que ce soit une route qu'on construit peut-être pour une durée de vie voilà, de 20 ans, de 25 ans, voilà. Et ça sera pour le bonheur de notre pays. Euh, ainsi dit, je pense que je n'ai plus rien à ajouter. Je vous remercie et je remercie tous ceux qui ont posé des questions et ceux-là qui ont suivi attentivement cet exposé, bien que nous ne sommes pas entrés en profondeur. Nous sommes juste restés sur l'aspect superficiel de la question pour permettre à tout le monde de comprendre et d'assimiler tant soit peu ce qu'ils peuvent. Du fait que nous sommes dans un forum qui réunit pas simplement des experts de génie civil, mais tout le monde. En conclusion, je dis bonsoir à tout le monde et au revoir. Merci beaucoup. Nous rappelons encore, nous avons reçu comme orateur ce soir Monsieur ingénieur Cédric Kalenga, qui est étudiant à l'université de Wuhan University of Technology. Il est étudiant en doctorat en génie civil, construction et gestion dans le département de gestion de projet d'un génie civil. Donc, ça a été pour nous un plaisir de vous recevoir ce soir. Nous espérons que vous serez encore disponible pour une prochaine occasion pour nous parler encore d'un autre sujet et nous allons vous accueillir. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous. À la prochaine.